variabilité. Alors vous avez vu déjà que la variabilité, c'est pas tout à fait anodin dans une maladie qui est pourtant bien connue, bien décrite, bien classique, parce que vous pouvez avoir une forme anténatale, insuffisance intestinale, ileus méconial, une forme à la naissance, donc ultra grave, et puis parfois vous avez des diagnostics de mucoviscidose à l'âge adulte chez un homme qui est infertile. Alors si vous regardez bien ensuite vous reprenez son carnet de santé d'enfance, etc., il a peut-être fait des bronchites, etc. Enfin, il a passé une enfance pas si dramatique que ça, et pourtant, il est atteint de la même maladie. Ça, c'est ce qu'on appelle la variabilité d'expression, qui se détermine en des caractères quantitatifs, c'est-à-dire on va mesurer la variabilité avec un paramètre qui se chiffre, l'âge de début, l'intensité d'un signe, par exemple le taux de chlore sudoral, la gravité de l'atteinte de la fonction respiratoire, ben ça c'est des paramètres mesurables, on appelle ça des traits, TRAITS, quantitatifs, ou des caractères quantitatifs. On peut mesurer aussi la variabilité par des caractères qualitatifs, c'est j'ai ou j'ai pas. J'ai eu ou je n'ai pas d'insuffisance pancréatique. J'ai ou je n'ai pas eu d'ileus méconial à la naissance. Toutes ces déclinaisons de la variabilité vous montrent qu'une maladie monogénique, un seul gène, peut avoir des présentations très différentes. Et c'est ce qui avait conduit ce gentleman, M. Haldane, à formuler des hypothèses sur les raisons de la variabilité de l'expression d'une maladie génétique. C'est un personnage haut en couleur, c'est un des héros de la génétique, qui avait commencé, je vous raconte ça à chaque fois, je vieillis, qui avait commencé par des recherches en physique, et ça me fait marrer, des recherches en physique et en physique, et il s'était, à Cambridge, je crois que cette belle veste, il s'était mis dans une espèce de petit sous-marin pour mesurer la pression à 1 mètre, 2 mètres de profondeur, 3 mètres, etc. Puis faire toutes sortes de calculs physiologiques. Il avait commencé avant d'être généticien là-dessus. Et il s'était fait péter les tympans en atteignant 3-4 mètres. Et il était complètement sourd. Mais ça ne l'a pas empêché de faire de la génétique. C'est pas très drôle. Mais ça ne l'a pas empêché de faire de la génétique et de terminer en Inde communiste. Vous voyez, bon, un Anglais magnifique. Bon, la variabilité pour une maladie comme la mucoviscidose, deuxième ordre de discussion, elle peut être à l'intérieur d'une famille où vous avez 2 enfants atteints qui n'ont pas tout à fait la même forme de la maladie, alors qu'ils ont le même génotype, bien entendu, ils ont hérité les mêmes allèles mutants de leurs parents, mais l'un est plus atteint que l'autre. Ça, c'est ce qu'on appelle la variabilité intrafamiliale, qui s'oppose à la variabilité interfamiliale, qui laisserait penser que dans la même famille, on se ressemble plus pour la maladie, on a la même forme de la maladie, par exemple avec insuffisance pancréatique, si un enfant a l'insuffisance pancréatique, l'autre aussi, alors que dans une autre famille, on n'aura pas l'insuffisance pancréatique. Ce qu'il y a dans la mucoviscidose, comme dans la plupart des maladies génétiques, c'est les deux. Il y a de la variabilité intrafamiliale et de la variabilité interfamiliale. Et ce que Haldane avait proposé, c'est une réflexion sur les raisons d'être de cette variabilité. Et on va les faire défiler ensemble en vous rappelant que ce n'est pas un... Comment dirais-je, ce n'est pas une question totalement académique et anodine. Pourquoi? Parce que qui comprend la variabilité peut avoir des idées de traitement, évidemment. Si on comprend que c'est pour ça qu'on est protégé contre certains signes, ben c'est peut-être comme ça qu'on peut essayer de traiter certains signes. Donc c'est comprendre la variabilité, c'est une des tâches très très importantes de la génétique aujourd'hui. Or, la variabilité des maladies génétiques est extrêmement importante. Alors, ça c'est par contre un petit peu académique, c'est de dire il y a 3-4 chapitres possibles à évoquer. Le premier chapitre, c'est de dire, ben oui, c'est une maladie génétiquement homogène, puisqu'il y a un seul gène, mais les allèles il y a une hétérogénéité d'allèles.
c'est très simple alors d'imaginer qu'en fonction des allèles, on peut peut-être avoir une gravité plus ou moins marquée de la maladie. Et alors, de faire appel à la notion, par exemple, mutation troncante, bah oui, bah, j'aurais pas de récepteur au chlore. Mutation faux sens, j'aurais peut-être un récepteur au chlore qui marchera un peu moins bien, mais peut-être un petit peu. Et cela se vérifie. Et on a pu établir, surtout pas de par cœur, mais des grandes catégories de mutations du récepteur CFTR, une classe de catégories où il y a un défaut complet de la production. Ce genre de truc, ne l'apprenez pas par cœur, c'est juste pour comment dirais-je, c'est pour comprendre, comme on dit, c'est pour comprendre. Une classe avec pas de récepteur canal chlore, une classe avec un défaut de métabolisme du récepteur, un défaut de régulation du récepteur et un défaut de la conductivité du récepteur au chlore. Et bien, suivant la classe, vous allez avoir des taux de chlore sudoraux qui sont différents. Et c'est là où vous voyez par exemple que la mutation delta F508 va vous donner un chlore sudoral qui est très élevé, 105, donc le récepteur marche très 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 mal, et l'âge au diagnostic de ces enfants, en moyenne, est beaucoup plus précoce, 1,7 plus ou moins 3 ans. Alors c'est rare d'avoir moins 2 ans, hein, donc bon, vous m'avez compris, la statistique là, n'est pas très appliquée. Mais enfin, ça veut dire qu'on a un âge précoce de diagnostic, donc un âge particulièrement sévère, parce que ça veut dire néonatal ou dans la petite enfance. La mutation faux sens, ici, proline-leucine P67L, donne une fonction pancréatique qui est préservée, peu importe la valeur de ce que c'est ici. Le taux de chlore sudoral n'est pas loin de la norme, c'est limite. Et l'âge au diagnostic est très tardif. C'est des jeunes enfants, des jeunes adolescents ou des jeunes adultes. Voyez ce que je veux dire. Donc, il y a une certaine corrélation entre les allèles mutants, leur fonction des allèles mutants, la classe des allèles mutants, et la sévérité clinique reflétée par la sévérité biologique de cette maladie. Donc oui, la réponse est oui. Il y a une tendance, elle n'est pas absolue, mais il y a une tendance de corrélation entre la nature des allèles mutants à un locus de la maladie et la sévérité, l'expression de cette maladie. Ce répertoire d'allèles va accentuer encore la diversité d'expression de la maladie si l'on pense, et on en revient à notre discussion de tout à l'heure, qu'un enfant atteint ou un adulte atteint n'a pas forcément le même allèle mutant sur les deux copies mutantes. Et j'insiste beaucoup sur la difficulté de ce terme d'hétérozygote composite, qui est manifestement un mauvais terme, mais je suis navré, c'est celui qu'on utilise, qui consiste à dire ces enfants ici sont atteints de la maladie, ils sont homozygotes pour la mucoviscidose, mais ils n'ont pas la même mutation sur les deux allèles mutants, M et M'. Delta F508 d'un côté, R117H de l'autre côté. Donc, si vous regardez le rôle des allèles mutants à l'état pur et leur responsabilité, vous pouvez encore donner plus de complexité en disant un hétérozygote composite, il aura un petit peu d'activité résiduelle, peut-être avec R117H, alors que la delta F508 est une mutation sévère. Donc oui, la réponse est oui, par le répertoire des allèles, d'une part, et par la combinatoire de ces allèles mutants en hétérozygosie composite, d'autre part, la nature des allèles mutants à un locus peut expliquer une partie de la variabilité d'expression d'une maladie génétique. Et vous avez ici une étude qui a été faite par Isabelle Sermet, qui est professeure de pédiatrie dans votre faculté, qui a regardé en se disant bah, c'est très bien, je vais donc répartir mes malades dans des classes et je vais regarder les delta F508 homozygotes parce que c'est les plus fréquents en Europe du Nord. Vous l'avez compris, pour la raison de génétique des populations que je vous ai évoquée. Elle a regardé ça, elle a pris que des malades qui sont delta F508. Ils sont tous homozygotes pour la même mutation,
homozygotes pour la mucoviscidose, mais ce ne sont pas des hétérozygotes composites, ce sont ce qu'on pourrait appeler des homozygotes vrais. Ils ont le même allèle mutant sur les deux copies. Et elle a regardé la fonction respiratoire de ces individus au cours de leur âge. Et regardez ce qui se passe. À génotype égal, à génotype, toutes ces personnes ici, tous les rouges, les verts et les bleus, ont le même génotype, mais ils n'ont pas le même phénotype. Ça veut dire que même si les allèles mutants à ce locus expliquent une partie de la variabilité, ils n'expliquent pas tout. C'est clair ça? À génotype égal, vous avez des enfants qui ont une atteinte de la fonction respiratoire qui ici est mesurée, je pense, en pourcentage de la VEMS, donc la capacité d'expiration maximum par seconde, qui est très réduite déjà à 10 ans, 20 ans. Vous avez ces personnes qui sont entre 20 et 35 qui ont une forme préservée. Et vous avez ce qu'on appelle des survivants, c'est des mecs, on tombe sur la mutation delta F5. Il n'y en a pas beaucoup des survivants, je ne sais pas comment on en a trouvé autant, qui ont la mutation delta F508 et qui ont 50 ans et qui ne se portent pas si mal que ça. Donc, vous voyez que le génotype c'est l'ensemble des deux allèles au locus CFTR, n'explique pas toute la variabilité de la maladie. Et donc, il faut faire référence à d'autres possibilités qu'Haldane a proposées. Il a proposé quoi? Il a proposé les gènes ou les allèles modificateurs. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est d'autres locus ou d'autres régions génétiques qui pourraient influencer le phénotype. Et le fait est que ça existe dans la mucoviscidose, ça a été montré. Je vais vous montrer quelques exemples. Ces allèles modificateurs peuvent être au locus de la maladie. C'est-à-dire qu'au locus CFTR, vous avez quelque chose qui n'est pas l'allèle mutant, qui n'est pas delta F508 ou qui n'est pas le répertoire des 1930 mutations, mais qui va quand même changer un petit peu les choses. Ça s'appelle des allèles modificateurs au locus morbide, c'est-à-dire à l'endroit de la maladie. Et on en connaît quelques-uns. Par exemple, dans un intron du gène, alors un intron, vous dites, un intron, ça ne sert pas à grand-chose. C'est vrai, mais quand même, s'il est là, ce n'est pas tout à fait par hasard. Dans un intron du gène CFTR, l'intron 8, entre l'exon 7 et l'exon 8, il y a une répétition d'ADN. TTTT ou TTTTT ou TTTTTT, et ça fait 5T, 7T ou 9T. C'est un polymorphisme. Vous l'avez tous, ça. Vous êtes 5, 7, 7, 9, 9, 7, 9, 9, 9, 5. C'est un polymorphisme. C'est d'ailleurs très utile dans le diagnostic génétique. Mais on a regardé des malades qui sont comme ça. Quel est leur génotype? D'un côté, ils ont une mutation delta F508, mutation sévère qui abolit tout du canal chlore. Puis de l'autre côté, ils ont une mutation modérée, R117H, avec 5T ou avec 9T. On a pris ces deux génotypes-là. A priori, vous dites, le génotype mutant, c'est-à-dire la combinatoire d'allèles mutants, c'est la même. Delta F508, R117H. Ces gens sont donc des hétérozygotes composites. Mais ils n'ont pas du tout la même forme de la maladie. Quand vous avez 5T, on a une forme typique de mucoviscidose. Quand vous avez 9T à côté de l'allèle R117H, vous avez une forme beaucoup plus modérée. Chez les hommes, une absence des canaux déférents, sans atteinte respiratoire. Chez les femmes, pas grand-chose ou les atteintes ORL. En clair, le delta F508, il abolit le truc, c'est 0. Et moins que 0, il n'y a pas, c'est 0. Le R117H laisse persister une activité canal chlore. Elle n'est pas très élevée, mais elle existe. Quelques pourcents d'activité. Simplement, ce quelques pourcents d'activité va être modulé en fonction d'un autre facteur génétique de cet allèle-là, de cet ensemble-là. Il est ce qu'on appelle, ce facteur, il est en 6, c'est-à-dire qu'il est même sur le même chromosome 7, c'est sur le chromosome 7, la muco, que R117H, alors que la mutation delta F508 est en trans, retenez ces deux termes, quand je suis en 6 d'un variant ou d'un allèle, c'est que je suis sur le même brin d'ADN sur un des chromosomes. Quand je suis en trans, c'est que je suis, oui, c'est que je suis un peu énervé, mais sur l'autre allèle, voilà un allèle modificateur au locus de la maladie et qui explique une partie de la variabilité. Est-ce que c'est clair, ça? Non? Moyen.
Si, si. Bon. Vous travaillerez un peu ça. Ça veut dire qu'il peut y avoir, et j'en reviens toujours à cette idée que les gènes sont ultra variables. On a l'idée qu'un gène, c'est un gène, et puis c'est comme ça, c'est pas autrement. Les gènes, nos gènes sont ultra variables. Et on a tous des polymorphismes dans nos gènes. Et certains de ces polymorphismes qui n'ont aucun intérêt chez une personne, qui n'ont aucun sens chez une personne en pleine santé, peuvent modifier l'expression d'un allèle mutant et alors expliquer la variabilité d'un phénotype. Et c'est comme ça que vous voyez se dessiner quelque chose qui commence à faire d'une maladie simple, la mucoviscidose, autosomique récessive, 25% de risque, Mendel, facile, à quelque chose d'un petit peu plus complexe que ça par rapport au phénotype, c'est que on peut décliner des génotypes au locus CFTR qui vont être je suis sauvage, sauvage, normal, normal, normal 5T, je suis hétérozygote, j'ai 5T, 5T, tout ça, c'est à peu près normal. Et puis on commence par le bas, j'ai une mutation delta F508 homozygote, j'ai une maladie plein pot, je suis hétérozygote composite, j'ai delta F508 R117H, mais je suis homozygote pour la R117H, je suis un petit peu moins atteint. Et puis je suis delta F508 avec R117H et 5T, je suis en...